Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui en Finlande, à Helsinki plus précisément, pour vous parler d'une série de meurtres de femmes. La guerre froide battait son plein à cette époque, mais le danger était bien plus proche que les habitants le pensaient. Susanne Helen Lindholm est née le 8 décembre 1950 et vit avec ses parents, ses frères et sœurs, dans un appartement d'un quartier ouvrier d'Helsinki, Kapila. Elle devient une belle jeune femme et se trouve un emploi à l'aéroport d'Helsinki, qui se trouve à un quart d'heure seulement de l'appartement familial. Cet emploi n'est pas celui dont elle rêve, mais il sert à rembourser ses prêts étudiants qu'elle a fait pour faire ce qu'elle veut vraiment, devenir kinésithérapeute. Le 7 août 1976, Susanne, alors âgée de 25 ans, souhaite passer une bonne soirée et s'amuser. Sa semaine de travail a été particulièrement éprouvante et elle veut se changer les idées. Elle propose à ses collègues de se joindre à elle, mais elles ont toutes déjà quelque chose de prévu et déclinent donc l'invitation. Un collègue, Fred Korleff, accepte cependant de la déposer en voiture au bar d'un hôtel d'Haga. Il est à peu près 22 heures. Susanne y retrouve sa sœur Camilla et elles profitent de la soirée ensemble. Elles se rendent ensuite au Helsinki Club, où Susanne fait la connaissance d'un homme d'affaires norvégien. Ils quittent tous les deux le club pour se rendre à l'hôtel Esperia où est logé l'homme d'affaires. Camilla, quant à elle, prend le dernier bus pour retourner à l'appartement à Kapila. Il est 1h20 du matin. Autant vous dire que l'homme d'affaires espère bien conclure avec Susanne, mais il en sera pour ses frais. Ils se sont contentés de boire à la discothèque de l'hôtel, se sont échangés leurs numéros, et Susanne est partie à 3h du matin pour rentrer chez elle. Comme le dernier bus est passé depuis longtemps et qu'elle n'a pas d'argent pour prendre un taxi, elle fait le trajet à pied. La nuit est chaude et agréable, et elle croise 2 étudiants sur la route. Quelques heures plus tard, la famille de Susanne se réveille, mais elle n'est pas là. Camilla se dit qu'elle est sûrement restée avec l'homme d'affaires norvégien et dit à ses parents de ne pas se tracasser. Vers 13h15, un nouvel habitant de l'immeuble, Esko Sovalenen, qui est juge suppléant, descend à la cave à vélo de l'immeuble pour prendre le 2 roues de sa fille. C'est là qu'il trouve le corps de Susanne. Il va signaler sa découverte macabre au gardien de l'immeuble, Benjamin Vinkara, qui prévient la police. Susanne a été agressée sexuellement et étranglée avec sa chemise de travail, et sa tête a été frappée plusieurs fois sur le sol en béton. Son sac et ses 2 bagues en or ont disparu. La scène de crime démontre qu'une lutte violente s'est produite. Susanne s'est défendue. De la peau sous ses ongles prouve qu'elle a griffé profondément son agresseur. Cela pourrait permettre de l'identifier plus facilement. Le tueur a ensuite déposé sur son corps un bâton de ski et une pelle en plastique pour enfants. Les policiers interrogent les voisins. L'un d'entre eux signale avoir entendu des pas dans les escaliers, la porte de la cave claquer et des voix provenant d'un homme et d'une femme. Une autre voisine parle d'un cri de femme, puis plus rien. Le tout s'est produit vers 4h du matin. Par contre, plusieurs questions restent sans réponse. Susanne a-t-elle fait entièrement le trajet la ramenant chez elle à pied ou a-t-elle rencontré quelqu'un qui l'a ramenée? Sa famille est formelle. Elle ne serait jamais montée dans la voiture d'un inconnu en pleine nuit. En plus, si un homme l'avait emmenée avec l'idée de lui faire du mal, pourquoi la ramener chez elle, la laisser entrer dans son appartement et attendre qu'elle en ressorte pour le suivre à la cave? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-elle volontairement sortie de l'appartement en pleine nuit? L'assassin n'est pas entré par effraction, elle lui a ouvert et l'a suivi vers la cave. Elle n'a pas hurlé, ce qui aurait réveillé sa famille et tout l'immeuble. Le connaissait-elle? Elle n'avait pas de raison de se cacher à la cave pour rencontrer un petit ami éventuel. Vu son âge, elle pouvait inviter sans problème ses amis à passer la nuit avec elle. Sa famille n'avait aucun problème avec ça. En interrogeant les chauffeurs de taxi, la police en trouve un qui se montre assez nerveux, mais il est rapidement écarté de la liste des suspects. L'homme d'affaires norvégien est retrouvé et présente un alibi en béton. Les hommes du coin ayant un passé criminel sont interrogés et l'hôtel Esperia ainsi que le Helsinki Club sont mis sous surveillance. Tout ça ne donne rien. Comme ce crime passe dans les médias,
Les habituelles dénonciations fantaisistes et autres barjots s'accusant de tout et n'importe quoi font perdre un temps précieux aux enquêteurs qui vérifient tout. Malheureusement, le meurtre de Suzanne tombe dans l'oubli, du moins jusqu'en mars 1979. C'est à cette période que disparaît Elena Corlin, 28 ans, qui travaille dans une agence de voyage et vit avec son fils et sa maman. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est à la sortie d'une boîte de nuit où elle est accompagnée d'un homme connu de la justice pour des faits de viol, Karl Erik Bjorkvitz, surnommé la chèvre de Punavuori à cause de ses nombreuses relations sexuelles occasionnelles. Il est interrogé et reconnaît avoir croisé Elena au bar, mais nie lui avoir fait quoi que ce soit. Son appartement est fouillé et aucune trace d'Elena n'est trouvée, du moins officiellement, car la famille de Karl est très influente et les recherches dans son appartement n'ont pas été faites correctement. En vérité, la salle de bain et sa voiture sont maculées de sang. Il est arrêté en mai et avoue tout. Il a tué Elena qui se refusait à lui, l'a étranglée, poignardée, démembrée et jetée dans une décharge. La police se demande s'ils ne tiennent pas là le tueur de Suzanne, car en plus du fait que l'homme est un prédateur, Elena et Suzanne se connaissaient. Malheureusement, aucun indice n'est trouvé en ce sens. Aucune trace des bagues et du sac qui ont été volés à Suzanne. Pour la petite histoire, il n'a purgé que 10 ans de prison pour le massacre d'Elena et a épousé en sortant une riche veuve britannique. Un autre meurtre a lieu alors que Karl est en prison et semble confirmer son innocence pour l'affaire de Suzanne. Seija Tuulikki Kekkonen a 41 ans et vit avec son mari et ses 2 enfants dans le quartier de Kontula où elle travaille pour la poste comme factrice. Le 5 décembre 1980, elle se rend à une soirée. Il faut savoir que le 6 décembre est le jour de la fête de l'indépendance en Finlande et que certains ont décidé de fêter en même temps que cette indépendance la fête de Noël. Voilà donc Seija au restaurant Keivuon avec ses amis pour cette nuit de fête. Au cours de la soirée, des invités la voient se disputer avec un homme entre 25 et 30 ans. Dans la matinée du 6, un de ses voisins se rend dans la cave de l'immeuble et découvre le corps de Seija. Son tueur a essayé d'abuser d'elle et la cause de son décès n'a pas été dévoilée. Des centaines de personnes sont interrogées, personne n'a rien vu ni rien entendu. La police s'intéresse au mari de Seija. Il est de notoriété publique que l'homme est du genre jaloux et qu'elle a même hésité à aller se rendre à la soirée à cause de ça. Aucun des voisins n'a entendu de bruit de dispute ou de coups la nuit du meurtre. Et qu'est-ce qui a interrompu l'agression sexuelle? Le tueur a-t-il entendu quelque chose qui l'a fait fuir? Seija était-elle morte avant qu'il ne l'agresse? Le rapprochement est rapidement fait par les journalistes entre cette affaire et celle de Suzanne. Et, encore une fois, l'enquête est vite stoppée faute d'éléments. Le 30 janvier 1981, Elka Onerva Ketola, 42 ans, habitant un immeuble à Itapasila, se rend dans un bar à Kallio où elle espère passer une bonne soirée. Elle avait un emploi de relieuse mais a été obligée d'arrêter à cause d'une blessure au dos. La vie n'est pas toujours tendre avec elle et cette soirée lui permet de se changer les idées. Elle se rend ensuite chez une amie et retourne chez elle. À minuit, 3 jeunes voient Elka discuter avec un homme devant l'entrée de l'immeuble. Il veut se rendre dans la cave du bâtiment. Elle finit par accepter. Le lendemain matin, une locataire découvre le corps d'Elka au sous-sol. Elle a été violée et étranglée. Son sac à main a disparu. Les témoignages permettent de faire un portrait robot de l'homme vu avec elle avant son meurtre. Il s'agit d'un homme de 25 à 30 ans, aux cheveux noirs et avec une moustache. Il mesure entre 1,70 m et 1,75 m et a une corpulence normale. Il portait au moment des faits une chemise avec des rayures blanches et bleues foncées, un jean et des bottes marron. Il avait un bonnet sombre avec le devant blanc. Aucun habitant de l'immeuble et aucune des connaissances d'Elka ne correspond à cette description. Le portrait robot est montré en priorité dans le bar où elle avait passé la soirée avant d'être diffusé sans que personne ne reconnaisse le suspect. Pourquoi Elka a-t-elle laissé entrer cet homme? Et pourquoi l'a-t-elle accompagné à la cave? Toutes ces questions ne trouvent aucune réponse et ce crime rejoint celui de Suzanne et de Seija sous le nom des meurtres des caves. Il faut attendre un autre meurtre pour qu'un nouveau suspect apparaisse. Elena Mantila, 18 ans, passe cette soirée du 6 juillet 1981 chez son amie à Simonketta dans le centre d'Helsinki. À 23h10, elle prend le bus numéro 23 pour rentrer chez elle.
Elle aurait dû prendre le numéro 45, mais il était rempli de bandes de jeunes et comme Elena est timide, elle se rabat sur le numéro 23, quitte à marcher 10 minutes de plus pour arriver chez elle. Ses parents, ne la voyant pas rentrer, décident de partir à sa recherche. Ne la trouvant pas, ils alertent les autorités. Il ne faut que quelques heures pour trouver le corps de la malheureuse dans un trou dans la forêt de Ristavori. Elle est nue et le tueur a tenté de la recouvrir avec des branches. Son sac à main est trouvé à proximité. Elle a été violée et étranglée. Tous les hommes du coin sont interrogés et personne n'est inculpé. L'affaire stagne pendant 6 mois et une autre attaque se produit. Une jeune fille de 13 ans attend le bus le long de Vindintje quand une voiture s'arrête et le conducteur propose à l'adolescente de l'emmener, ce qu'elle accepte. Au lieu de se diriger à l'école, il l'emmène en forêt et abuse d'elle. Après les faits, il lui propose carrément un rendez-vous pour remettre ça le lendemain. Culotté, le gars. Bien entendu, une fois arrivée à l'école, elle raconte le calvaire qu'elle vient de subir. La police pense qu'il s'agit du même agresseur qui a tué Elena. Il décide de tendre un piège à l'agresseur et l'attend à l'arrêt de bus où il avait donné rendez-vous à l'adolescente. Et ça marche. Le gars pensait réellement que sa victime allait venir le rejoindre. Il est appréhendé. Il s'appelle Jallo Eetu Sepanen et est chauffeur de bus. Immédiatement, son domicile est fouillé et des preuves de son implication dans le meurtre d'Elena sont trouvées sous la forme de fibres textiles. Des fibres des vêtements d'Elena sont retrouvées sur le pantalon et les sous-vêtements de Jallo. Et des fibres des vêtements de Jallo se trouvent sur les vêtements d'Elena. Il y a d'autres traces, bien sûr, mais inexploitables à l'époque. Il commence par nier les faits, mais vu les preuves trouvées chez lui, il est obligé d'avouer. Il a vu par hasard la jeune fille ce soir-là, l'a suivie, l'a assommée, il l'a traînée dans les bois et l'a agressée. Comme elle s'est mise à crier, il l'a étranglée. Pour ces faits, il n'écope que de 13 ans et 5 mois de prison. Après sa sortie, il commet de nouvelles agressions. Il meurt dans un accident de la circulation en 2015 à l'âge de 70 ans. On ne peut s'empêcher de rapprocher cet homme des autres crimes. Le mode opératoire, viol et étranglement, et une ressemblance frappante avec le portrait robot. Cependant, certains détails clochent. Jallo semble plutôt aimer s'attaquer à de très jeunes femmes, voire des ados. Il les agresse plus en plein air dans les forêts que dans des caves. Jallo n'a pris aucun objet appartenant à Elena. Son sac a été retrouvé près d'elle. Or, rappelez-vous, le tueur des caves, comme les journalistes ont surnommé l'assassin de Suzanne, Seya et Elka, a pris à chaque fois des objets à ses victimes, certainement comme trophée, et d'autres meurtres vont se produire. Le 1er janvier 1983, le corps d'Elsa Argilander, 57 ans, est découvert à 15 heures à Olunkila, qui se trouve près de la patinoire du complexe sportif d'Helsinki. Son corps ne présente aucune trace de violence, mais une autopsie est réalisée afin de découvrir la cause de son décès, et il s'agit bien d'un homicide. L'enquête permet de retracer son trajet cette nuit-là. Elle a quitté le lieu de culte où elle assistait à une réunion spirituelle à Amentje et a pris le bus numéro 64 pour rentrer chez elle. Vers 1h30 du matin, elle est descendue du bus et a commencé à marcher vers la station-service Kesoil. Elle est ensuite passée sur une passerelle éclairée et plus aucune trace d'elle ensuite jusqu'à la découverte de son corps. Son sac à main et ses lunettes ont été retrouvés tout près de la patinoire. L'autopsie révèle qu'elle a été étranglée et agressée sexuellement avec un objet non identifié. Qui pouvait en vouloir à cette veuve, mère et grand-mère sans histoire qui travaillait comme cuisinière? De nombreux documents demandant l'aide de la population ont été distribués pour obtenir des témoignages. Sur ce document est décrit un homme au comportement suspect vu par plusieurs personnes ce fameux soir. Il est décrit comme trapu, âgé de 20 à 40 ans et mesurant entre 1m70 et 1m80. Voici ce qu'il est écrit sur ce prospectus. Nous sommes convaincus que l'auteur a été vu aussi bien avant qu'après l'acte dans la zone du parc des sports et ailleurs. C'est peut-être vous qui l'avez vu, mais vous ne pensiez pas qu'il était lié à cette tragédie. Nous espérons que vous vous souviendrez de la Saint-Sylvestre et surtout des événements après minuit 50 et que vous nous ferez part de vos observations par téléphone, même de manière anonyme. C'est-à-dire, avez-vous vu un homme seul correspondant à la description cette nuit-là, soit avant minuit 50, soit après, dans le secteur du parc des sports, ses environs ou ailleurs à Olunkila? Avez-vous vu
Ou avez-vous pris connaissance d'une autre manière qu'un homme correspondant à la description est arrivé chez lui près de votre quartier résidentiel dans la nuit après minuit 50? Avez-vous remarqué des changements dans le comportement de quelqu'un que vous connaissez, suggérant un meurtre, de la nervosité, etc., après le réveillon? Êtes-vous au courant d'incidents antérieurs où une femme seule a été agressée ou suivie? En nous aidant, vous aidez aussi vos proches. Nous voulons et nous efforçons de traiter votre affaire en toute confidentialité. Nous accueillons tous les conseils avec gratitude et sommes prêts à offrir une récompense pour toute information menant à l'arrestation du tueur. Personne n'est venu témoigner de quoi que ce soit. Sa fille a écrit sur son avis de décès: « Quand tu brilleras comme une étoile dans le ciel du soir, tu te souviendras des enfants au-dessus de la terre. Tu as fait tellement pour nous ici. Merci maman et bonne nuit. » Le 9 juin 1984, deux femmes en balade avec leur chien découvrent près des rails du chemin de fer le corps d'Ulla Maya Poussu. La jeune femme de 31 ans travaillait comme machiniste et n'avait pas de domicile permanent. La veille de la découverte de son corps, elle a été vue se promener dans le quartier. Elle a été aperçue pour la dernière fois vers 1h40 du matin au coin de la rue Kivi-Padontieu. Cet endroit est très proche de celui où le corps d'Elsa a été trouvé. Selon les résultats d'autopsie, Ulla a été étranglée et agressée sexuellement. Son meurtre a été qualifié de très brutal par les autorités. Pour rassurer la population, le commissaire de police dit: « Les endroits où Elsa Argiland et Ulla Poussu ont été tués ne sont qu'à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. D'après les recherches, cependant, les cas ne sont pas liés les uns aux autres. Là aussi, on pense que l'agresseur et la victime se sont rencontrés par hasard. Il y a encore des indices sur tous les décès de femmes de temps en temps. Chaque fois qu'une nouvelle mise à mort est révélée, ou que les anciennes sont réchauffées par les journaux, vous pouvez remarquer une augmentation des appels. Ces meurtres de sous-sol sont probablement tous l'œuvre de personnes différentes. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de nouvelles attaques par un tueur cupide. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne trouve rien de rassurant là-dedans. » En 2004, le dossier de Suzanne est réouvert. Les indices découverts sur les lieux sont analysés grâce aux nouvelles technologies, sans résultat. En août 2021, deux auteurs de romans policiers, Heidi Olmavio et Elina Bachmann, décident de reprendre l'affaire depuis le début. Elles ont signé un accord avec une maison d'édition pour une série de livres audio sur les cold cases finlandais. Elles ont même fait appel à un voyant qui n'a pas réussi à résoudre l'affaire. J'ai l'impression que les meurtres dans les sous-sols sont le fait d'une seule et même personne, et que les autres, qui sont non résolus, sont le fait soit d'un autre tueur en série, soit des meurtres isolés. C'est seulement mon opinion, et elle n'engage que moi. Mais vous, qu'en pensez-vous ?